Merci Hélène Maquet, 17h54. On va s'intéresser comme souvent dans la chronique d'Alain Gerlache à l'intelligence artificielle qui pose, vous le savez, de nombreux défis scientifiques, économiques, sociétaux, éthiques. On en parle pratiquement chaque semaine. Mais aujourd'hui, Alain Gerlache, c'est un autre enjeu, peut-être un peu plus surprenant, que vous allez aborder avec nous. Oui, il y a aussi un défi linguistique à relever. Alors, pour bien le cerner, quel est le point commun entre Big Data, Deep Learning, Cloud Robotics, Bio-Inspired Computing? Eh bien, c'est tout en anglais Right. et parfaitement bien prononcé par un ancien professeur de linguistique anglaise. Ça sert toujours. Alors, tout ça, c'est évidemment le reflet d'une nomination culturelle, celle du monde anglo-saxon, et du rôle prépondérant, pour ne pas dire du leadership des États-Unis dans l'industrie numérique. Alors, faut-il pour autant accepter cette situation? Eh bien, telle est la question, comme le disait pas Racine. Pour les défenseurs traditionnels de la langue française, la réponse est bien évidemment non, mais ils sont rejoints par ceux qui soulignent le rôle majeur que l'intelligence artificielle est amenée à jouer dans nos vies quotidiennes. Conséquence, non seulement nous risquons d'être envahis par une terminologie anglaise, mais l'utilisation de ces termes crée une barrière supplémentaire qui n'aide pas à la compréhension des concepts et des enjeux. Quand vous entendez Big Data, ça peut éventuellement vous faire penser à un produit phare de la gastronomie rapide américaine. Si je vous dis données massives, vous comprendrez peut-être plus facilement que vous êtes aussi concerné. Il faudrait donc trouver des équivalents en français à tous ces termes anglais, pas par anglophobie, mais en gros pour qu'on les comprenne mieux. Voilà, certains s'y ont attelés. C'est le projet porté par Datafranca. C'est une jeune pousse, pour ne pas dire une start-up de Montréal, qui vient de lancer le chantier du grand lexique français de l'intelligence artificielle. Alors, un chantier parce que le travail ne fait que commencer. Datafranca a ouvert un site collaboratif, un wiki, où des contributeurs peuvent enrichir une liste de termes anglais utilisés en référence à l'intelligence artificielle et leur traduction. Un peu sur le mode de Wikipédia, quoi. Oui, c'est tout à fait ça, hein, même dans la présentation, mais surtout dans la démarche. On est au Québec, pas en France, où par le passé, on a confié de telles missions à l'Académie française, une assemblée certes respectable, mais dont les compétences dans le domaine des technologies de la connaissance s'arrêtent sans doute pour les immortels les plus geeks à la possession d'un iPad. Or, c'est précisément le lien entre des spécialistes de tous bords qui peut faire naître la créativité dont une langue a besoin. Pas question d'entrer dans le numérique à reculons. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le projet de Datafranca est à la fois soutenu par l'Office québécois de la langue française, mais aussi par Google Brain, une filiale de Google établie à Montréal, et qui est dédiée à l'intelligence artificielle et particulièrement au deep learning. Le deep learning, on devrait dire quoi alors? Apprentissage profond? Voilà, cette technique qui permet aux machines de maîtriser des ensembles complexes comme la reconnaissance faciale, et vous voyez que ça marche aussi sans dire facial recognition. Pour l'instant, il y a environ 300 entrées qui peuvent être discutées et enrichies, et c'est pas réservé aux Québécois. Les deux associés à l'origine du projet, Gérard Pelletier, qui est le directeur général chez Datafranca, et Claude Coulombe, qui est un doctorant en intelligence artificielle, souhaitent promouvoir l'émergence et l'adoption d'une terminologie française commune à tout l'espace francophone mondial. Pour eux, le lexique répond à un besoin important des utilisateurs de l'intelligence artificielle, et on sait que ça va être tout le monde. Je les cite, ils ont besoin d'être formés dans leur langue. Les gens ne s'en vantent pas, mais ils ne sont pas tous bilingues, et ça représente pour eux un effort supplémentaire. Donc si on veut abaisser les barrières, rendre cela plus accessible, il faut que ce soit dans la langue de Molière. Est-ce que vous avez déjà l'impression, vous, Alain, Hélène, que certains des mots inventés par les Québécois, notamment pour remplacer certains mots liés aux nouvelles technologies, le mail par exemple et le fameux courriel inventé par les Québécois, est-ce que ça s'est vraiment imposé? Moi j'ai l'impression que courriel, on sait que ça existe mais qu'on ne l'utilise pas vraiment. Alors tout ça c'est variable. C'est vrai que par exemple le mot courriel est relativement employé, en tout cas... À l'écrit. Moi, je dirais qu'il est employé à l'écrit et peu dans une conversation. C'est une question de registre. C'est une question de personnes à qui on parle, mais balado-diffusion pour podcast... mais oui, voilà, ça, c'est peu utilisé. À l'écrit, peut-être, mais c'est trop long. Podcast, c'est ça le problème, la langue française, elle est souvent trop longue. Mais bon, ça, ce sont des termes usuels.
à partir du moment où on parle de concept, c'est sans doute plus important d'avoir au moins des définitions. Oui, et puis des choses qui ne sont pas encore rentrées dans le vocabulaire, peut-être. Oui, on peut, si on s'y prend tout de suite avec un mot français sans que le mot anglais ne se soit déjà imposé, ça peut marcher mieux. Je ne l'ai pas mentionné, mais ils disent qu'il faut aller vite. Tout comme, par exemple, ordinateur a été très très vite créé, et c'est ça qui a quelque part un peu bloqué l'adoption de computer qui se sera imposé. Peut-être aussi que nous, les médias, nous avons un rôle à jouer pour promouvoir des mots dans la langue française. Raison pour laquelle ça valait la peine de s'arrêter sur cette initiative donc de Data Franca. Merci Alain Gerlache, merci Hélène Maquet. Dans un petit instant, c'est Diane Burguet-Vernet qui s'installe pour son grand journal de 18h.